comment justifier que dans un pays qui se veut respectueux des droits et des institutions, de nombreux journalistes soient encore payés en dessous du SMIC fixé par la RAC, sans contrat ni protection sociale? Le secteur n'est-il pas en train de banaliser sa propre mission en tolérant de telles conditions? Le gros problème, c'est le financement, c'est l'économie, et c'est vivre de ça, le social autour de ça. Et ça, moi je suis directeur d'une télévision, je ne suis pas fier de ce qu'il paye. Je ne suis pas fier, on n'a pas les moyens. Défi de pléthore, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut réduire, comme on a réduit les partis politiques. Ce n'est pas une affaire d'école, le journalisme n'est pas une affaire d'école, c'est une affaire de pratique. Les modèles que nous avons aujourd'hui sont des modèles hérités de la colonisation, de mauvais modèles. Ça ne fabrique pas un bon journaliste. La HAC n'est pas là comme une organisation corporatiste. La HAC est une institution de la République. Nous avons créé les organisations pour qu'ils puissent faire le combat et présenter nos doléances à la HAC. Aujourd'hui, les fêtiers sont où? Elles ont disparu. Les fêtiers ont laissé le champ comme un chef irresponsable qui détale et laisse le peuple en l'air. Des ondes courtes aux notifications instantanées, de la machine à écrire aux algorithmes, l'histoire des médias est celle d'une transformation permanente. Mais derrière chaque titre, chaque émission, chaque révolution technologique, il y a des femmes et des hommes qui informent, résistent, innovent. Notre invité sur cet aspect de l'histoire est de ceux-là. Nous allons retracer à travers son parcours et son regard affûté les grandes mutations du paysage médiatique depuis les années 60. Il s'agit non seulement de mémoire, mais aussi de transmission, car comprendre le passé des médias, c'est éclairer leur avenir. Nous recevons M. Agapit Napoléon Maforican, témoin et artisan de plusieurs générations de presse. Bonsoir, M. Agapit. Bonsoir Varel, bonsoir à tous les internautes de Cadavre. Présentez-vous s'il vous plaît et parlez-nous brièvement de votre parcours. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en termes de présentation? Je suis Agapit Napoléon Maforican, je suis journaliste, disons, par passion. Vous aviez quand même été ancien conseiller à la HAC. Oui, bien avant, j'ai fait un parcours sac au dos. J'avais fait un parcours de sac au dos, un peu de soldat sac au dos, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, je suis journaliste par passion, donc du coup, j'ai démarré depuis le collège avec les sections spécialisées, journal UNESCO, à l'époque à Porte-Novo d'Allier. À l'université, il y a le Héros qui nous a accueillis en début, aussitôt après la conférence nationale. Nous sommes un certain nombre de générations qui aujourd'hui occupent un peu le champ médiatique, notamment privé, jusqu'au président de la HAC aujourd'hui. Ça fait la fierté de cette génération de sac au dos, comme je le dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas été à l'école de journalisme, on n'a pas démarré à l'école, on a démarré à l'université. Édouard le faisait depuis le collège hebdomural, j'ai pris le relais quand il est parti à l'université. On s'est croisés à l'université et puis voilà, et voilà, c'est comme ça que nous avons fait notre cheminement et à l'Euro, à Radio Univers, et puis après il y a la création le matin. En 94, une partie est partie, nous on est resté parce qu'on n'avait pas encore fini à l'université. 2 ans après, un an après moi j'ai rejoint l'équipe le matin. Et voilà. Donc, du coup, stagiaire, journaliste, voilà, membre de rubrique, chef de rubrique, assistant rédaction chef. Et voilà, donc un cheminement comme ça. Il faut franchir chaque étape, il faut la valider et avancer. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et quelles étaient les spécificités du paysage médiatique à ce moment-là? Écoutez, en 90, il y a eu la conférence nationale des forces vives, mais déjà en 87, bon, il faut dire simplement que moi, j'ai grandi dans un pays, dans un environnement monolithique. C'est-à-dire, il y a eu la révolution en 72, et je suis de cette génération 69, donc révolution en 72, 3 ans à peine, donc il faut commencer l'école, et il y a eu l'école nouvelle qui a démarré en 76, 77, donc nous on a commencé, on appelait pas ça à l'époque
La maternelle, on l'appelait plus ça la maternelle, on l'appelait ça CG. Centre d'éveil de stimulation de l'enfant. Un certain nombre de choses. Donc, bref. Et qu'est-ce qu'il y avait comme média? Il y avait La Voix de la Révolution. Hein? Donc, je zappe la période que je n'ai pas connue, mais dont l'histoire m'a été contée, que j'ai lue. C'est-à-dire la période 60, 75, 76. Donc, il y avait La Voix de la Révolution, au fil de radio, de la télévision du Bénin. Donc, vous comprenez que c'était la voix de la révolution. La radio et la télévision. Il y avait le quotidien national, l'organe de militantisme révolutionnaire, Eouzou, qui est aujourd'hui devenu la nation. Voilà ce qu'il y avait. Et pendant longtemps. Donc, et beaucoup plus la radio, qui émettait par séquence. Donc, par exemple, à midi, c'est de 12h à 15h. Ça reprend à 17h, à minuit. Ça reprend à 6h, à 10h, ou à 9h. Donc, 6h, 9h, ou 10h. Midi, 15h. Et 17h01, français, et journal en français, en fond et en hindi. Et puis après, il y a les langues nationales le soir. Voilà, donc voilà un peu l'environnement. La télévision, c'est jeudi à dimanche. Et c'était pas 24h sur 24, ça finissait à minuit. Donc voilà un peu l'environnement. Il n'y avait pas les TNT, enfin, il y avait pas de satellites. Ça, il faut aller dans les grandes familles. Il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas accès à rien, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Ces choses n'existaient pas. Donc du coup, voilà, c'était l'environnement jusqu'en 90. En 87 quand même, il y a eu des journaux privés. Des journaux privés, le système s'ouvrait et des journaux ont demandé une autorisation à émettre, à apparaître, et le régime a accepté. En réalité, le régime n'avait jamais abrogé la loi 72 sur la liberté de la presse, la loi 72 du 30 juillet 1960 sur la liberté de la presse, qui était une loi qui avait instauré un régime qu'on appelle régime déclaratif, et non un régime d'autorisation. Vous déclarez que vous avez un ordre, vous voulez faire un journal. Vous dites là où est l'imprimerie, là où est le siège, quel est le directeur de publication, où est l'imprimerie, un certain nombre de formalités. Et c'est tout. Vous informez l'autorité et vous commencez. Vous n'attendez pas l'autorisation. Mais le PPB, la Révolution, n'a pas abrogé ce texte. Mais tout le monde avait peur de commencer. Vous comprenez qu'en 87, ils ont demandé et le régime a autorisé. Il y avait la Gazette du Golfe avec Ismaël Soumanou, qui était un ancien agent de l'ORTB. Il y avait Tam Tam Express avec Denis Rodonou. Et il y avait Écho du Golfe de Léon Kwessan Diagoui. Hein, Écho d'Afrique. Donc, voilà les trois journaux. Et ces journaux, à l'époque, il y avait, vous voyez, comme il n'y avait que l'organe du militantisme révolutionnaire, ça informait sur les aspects purement du parti de l'État. Okay. L'information, les choses étaient reçues en audience. Il y a eu mais quand ces journaux ont commencé, eux, ils allaient dans les dossiers que personne n'avait. Enfin, on n'espérait pas avoir ces genres de situation. Ce qui devait, par exemple, à la Banque commerciale du Bénin, on avait deux banques. Une banque commerciale qui était des banques d'État. La Banque commerciale du Bénin et la Banque béninoise de développement. À l'époque, c'était les deux banques qui existaient. Et tout le monde devait loger soit dans ces banques, soit au chèque postaux, soit alors à une caisse. Donc, des gens ont pris de l'argent dans ces banques. À la BCB, ils n'ont pas payé. Et imaginez que l'autre Gazette du Golfe a commencé à publier. C'est l'apothéose. C'est-à-dire que c'est la. Quelqu'un disait que on m'a dit que vous vendez vos journaux comme des bouts de pain. Parce que quand ça sort ça, tout le monde voulait comprendre. On se dit, attends, c'est vrai dans ce pays. Donc, de petites histoires qui étaient des potins, un peu des rumeurs, commençaient par être relayées par Gazette Tam Tam. On se dit, attends, c'est vrai ça, dans ce pays. Et les gens laissent passer. Ouais, donc, c'est pour vous dire que la libération de l'espace médiatique a commencé en 87, avec ces trois journaux. Ça s'est poursuivi en 89, vers la fin du système, 89, vers décembre ou début janvier, par un journal qu'on appelait L'Opinion, que Paul Ntonji, à la prochaine université activiste politique, et à son âme, je disais il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans, et il a lancé L'Opinion, avec un éditorial terrible, Vaincre la peur, pour dire que, bon voilà, on a tous bloqué, tout le monde s'est arrêté, parce qu'il pensait que on ne devrait pas, on devait attendre une autorisation. Mais là, lui n'a pas attendu l'autorisation. Lui a fait le régime déclaratif et il a démarré avec Vaincre la peur. Quand il y a eu l'abandon du régime marxiste-léniniste, la primauté du parti sur l'État, ça c'était le 6-7 décembre 89. Quand il y a eu ça,
plein de journaux qui sont créés. Dans le temps, comment aviez-vous vécu l'ouverture démocratique et l'émergence des médias? En 89, j'étais en plein de voir quand la grève de janvier 81, 9 janvier 89, c'était une grève, les gens sont venus nous brutaliser à Porto-Novo, c'était au sujet d'Avier. Ils sont venus, ils nous ont empêché, donc les devoirs, tout le monde, c'était la débandade, les copies, bon, tout le monde a fui. Les professeurs qui suivaient ont fui. Et donc voilà, ça a démarré, on a brûlé. Bon, moi j'étais un activiste révolutionnaire aussi. Ah J'étais oui. membre des cercles d'études révolutionnaires, j'étais un jeune qui participait au système parce que sidéré un peu pas. De toute façon, je n'ai vu que ça. J'ai grandi dans ça, j'ai évolué dans ça. Mon oncle était dans l'OJRB, l'organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin. Donc, nous, en classe, dès que la journée commence par des slogans, par une série de slogans de chants révolutionnaires. Donc, du coup, ça a créé un éveil. Et moi, voilà, j'étais... Si bien que nous, nos noms étaient placardés comme les gens à abattre à l'époque, en terminale. Déjà, j'étais responsable de classe, oui, de classe, au niveau de l'établissement. On était assez en vue. J'étais responsable à ce niveau-là. Nous siégeons au conseil de l'intérieur de l'établissement. Et donc, nous étions déjà, nous, responsables. Responsables. On ne peut pas fonctionner comme un activiste de l'anarchie. Et donc, on était aussi ciblés comme des potentielles personnes à maîtriser. On était en plein de voir quand ça a démarré, On pensait que ça allait finir, ça ne finissait pas, des réunions. Le 6 mai 85, il y avait déjà eu une grève du genre. Donc, entre 85 et 89, c'était cyclique. Mais là, 89, c'était la totale. Les salaires n'étant pas payés. Donc, la crise économique aidant, la banqueroute, les banques qui sont asséchées, n'avaient pas de sous. Tout ça a exacerbé le mouvement qui s'est maintenu sur des mois. Donc, nous qui croyions reprendre les classes en février, parce que le système, le régime a fermé les écoles à l'époque. On croyait que ça allait reprendre. Ça n'a pas repris. On est allé en juillet. On est les vacances, année blanche déclarée. En octobre, on devait démarrer la nouvelle année. Ça n'a pas démarré. Vous voyez donc, dans la foulée, il y avait la conférence de 90. Donc, nous, il y avait une certaine peur. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup parmi nous sont allés à l'extérieur, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont les moyens sont partis. Nous, on est restés au pays, dans l'incertitude. Après la conférence nationale. Et vous comprenez que moi, un militant révolutionnaire, mais donc militant quand même, donc je suis l'actualité. Donc j'ai suivi la conférence nationale de bout en bout, avec les grandes étapes, les grands... Et là encore, c'est de l'émotion, hein, c'est pas ce qu'on dit. Beaucoup parlent de la conférence nationale comme une grande réunion, comme si quelqu'un a voulu. Non, la conférence, c'était une sorte de combat, de rapport de force. Mathieu Kékoué a analysé ses forces et ses faiblesses. Comme on dit, l'analyse SWOT, il a regardé les fesses, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Il a compris qu'il faut aller à la conférence nationale. Il n'est pas allé de gaieté de cœur. Il n'avait plus l'argent, mais il avait l'armée. Il faut payer l'armée. Donc, il est allé. Les autres, tout ça qui lui en voulaient, qui l'a fait sortir du pays, entre-temps, sont revenus. Et chacun avait son agenda, et il fallait la battre. Ils vont la battre, mais le gars, il a l'armée. Et vous n'avez pas l'armée. Et donc, du coup, c'était une conférence un peu tendue, où chacun a utilisé ses cartes. Mathieu Kékoué a utilisé les siennes, les autres ont utilisé les leurs. Moi, j'ai a joué un rôle médiateur, tout en donnant de l'espoir. Et ce mercredi 28 février 90, où il a dit qu'il accepte c'est comme si Dieu nous ouvrait la porte de paradis. C'était l'apothéose, c'était l'émotion générale. Moi, je me rappelle, j'ai pris la moto, moi, j'ai fait le tour de ville. On était content. Parce que pour nous, c'est une nouvelle. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais le grand Mathieu Kérékou, que tout le monde craignait, on dit, mais qui va faire la démocratie? Kérékou, fait la démocratie. Mais vous voyez que c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, on a repris les cours, tout motivé. On est allé au bac, c'est bon, et puis voilà, l'université. Et voilà. Et comme il y avait le journalisme dans l'ADN, moi, comme je dis, il y avait 3 professions. J'ai toujours rêvé, c'était le journalisme. Sans savoir un peu ce qu'il y a dedans, hein. Moi, c'est des professions que je trouve de prestige. J'estime que Dieu m'a donné vie, je dois mettre la vie dans une profession de prestige. Et donc, du coup, le journalisme, quand vous les voyez à la télé, ça donne l'envie. La diplomatie,
J'aime bien les grands moments de remise à l'aide de créances et la magistrature. Je quittais Porto-Novo pour aller suivre les procès à Cotonou. Donc, voilà les trois corps. Quand j'ai eu le bac, là où c'était plus facile, c'était le journalisme. Parce que je n'avais pas la possibilité d'entrer dans des écoles des trois. Pour aller faire la diplomatie, il faut déjà aller au concours de l'ENAM et être admis. C'était pas évident. J'ai été, mais j'étais pas admis. À l'époque, je ne fais pas partie des meilleurs j'étais assez moyen. Donc, du coup, pas truc. Et puis, on a démarré par le héros. Puis voilà, et comme on avait là, on avait au moins l'œuvre en main, on a pu évoluer progressivement dedans. C'est pour ça que je dis qu'on est des sacs au dos. On a fait un peu au collège, et puis à l'université, on a démarré à l'EURO en 92. L'EURO s'est relancé après la conférence nationale. C'était la révolution, c'était le bureau exécutif de la coopérative universitaire avant. Avant, c'était la coopérative universitaire des organes du parti. Aujourd'hui, après la conférence nationale, il fallait se remettre. Donc, toutes les structures scolaires et universitaires se sont remis. Nous avons créé la Fédération nationale des étudiants du Bénin, la FNEP, et l'Euro a refait sa mue. Et en ce moment-là, nous, on a été invités. Je me rappelle, c'est Edouard Loco qui me dit, ah, Gapi, je viens. C'est là où il faut être. Et j'ai découvert Charles Toko ce jour-là. Et voilà comment notre cheminement a démarré. Vous avez eu un parcours brillant, très long. En tout cas, assez passionnant, c'est vrai. Oui, très passionnant. Maintenant que vous êtes acteur des médias, quels défis avez-vous rencontrés pendant cette période? Je parle de financement, régulation, formation et tout ce qui va avec. Vous le dites si bien parce que d'abord, formation. Il n'y avait pas d'école au Bénin. Il fallait aller faire le CESTI, tout au moins, à Dakar. Et là, c'était des concours d'État. Donc, CESTI dit, je veux prendre peut-être 4 au Bénin. Donc, il faut faire le concours. Déjà ça. Donc, tout le monde ne peut pas. À l'OETB, qui était la voix de la révolution à l'époque, où à la nation, et Ouzou, qui est devenue la nation, tous ne venaient pas de CESTI. Il y en a qui ont fait 3 mois de formation, de formation certifiante. Beaucoup. Donc, on nous a dit, ce n'est pas une affaire d'école. Le journalisme n'est pas une affaire d'école, c'est une affaire de pratique. Hein? Donc, vu comme ça, nous sommes entrés dedans, comme je vous l'ai dit, par effraction, avec le sac au dos. Et donc, on a fait notre cheminement. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant de journaux. Donc, nous étions déjà stars à l'université. Je le dis parce que nous faisions la revue de presse. Donc, tous les dimanches, imaginez que c'est la seule radio nationale que tout le monde doit suivre. Il n'y avait que ça. Entre 90 et 97, par exemple, il n'y avait que la radio nationale. Et vous imaginez que nous, entre 91, 95, on était à l'université, et l'euro, tous les dimanches, il disait Zissou, je le salue, notre doyen, il disait quand même, c'était d'abord Sylvain Clerminicor, et après c'est Isidore Zissou. Isidore Zissou, lui, nous faisait la part belle, parce qu'il n'avait pas grand-chose, il y avait la Gazette de Golfe à lire, il y avait les journaux dont j'ai parlé, mais il y en avait du sensationnel, donc il s'appelait le sensationnel, il venait à l'université, mais nous étions on était dans l'expression de l'émotion. Donc, du coup, très tôt, on a été en vue, voilà quoi. Donc, quand il y a un projet de création le matin, porté par un Libanais avec un Algérien qui était devant, bref, le doyen Alagbada a contacté, qui était resté en contact avec nous, qui était à l'époque directeur de la presse écrite, a contacté Edouard Loco, qui était un peu notre aîné. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait partie de la première équipe de le matin. Nous, on l'a suivi. Du coup, vous comprenez, nous arrivons maintenant sur le marché professionnel. Avant d'être à l'université, on a commencé par subir, disons, la crainte, mais surtout le rejet de certains aînés qui disent comme des diplômés sans emploi. Oui. Alors, imaginez, je vous raconte l'histoire de 14, il fallait désigner les communicateurs à la haute autorité de la communication. C'était la première mandature. Il fallait désigner un journaliste de la presse écrite, un journaliste de l'audiovisuel et un technicien de télécommunications. Nous, le jour de la désignation, c'était à la cour de l'OETB. On y était à travers notre président. En 92, on a créé l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin pour défendre nos intérêts. Nous étions, la plupart, à l'Euro. Nous n'étions pas journalistes, mais il y en avait qui étaient à la Croix du Bénin, à la Gazette du Golfe, et à 24 heures. Il y avait un journal qui s'appelait 24 heures, créé en 90 par le doyen Ganaro. Voilà, donc, que je salue par ici. Donc, on était rejetés. On est allé à la Cour constitutionnelle. La Cour a dit qu'on n'était pas des journalistes,
Et c'est là que la Cour a redéfini le statut de journaliste, enfin, a donné une définition du journaliste qui est resté constant jusqu'au moment où, jusqu'au cours de l'information. Donc, comme nous ne tirons pas l'essentiel de nos revenus, nous étions des étudiants, et pas conséquent, donc on n'est pas allé. Et donc, la Cour a en même temps profité pour tracer le système, le cursus, pour dire que tu es journaliste. C'est pas une affaire de diplôme, c'est vrai, mais c'est une affaire de pratique et de revenus. Ça, on a gagné ça. Mais on n'a pas été, en 92, en 94, on n'a pas désigné des membres de la HAC. On nous a empêchés de le faire. On n'avait pas le statut, on a continué. Nos amis de la nation, certains nous ont acceptés, certains nous ont rejetés. À la télévision nationale, à la radio nationale, certains nous ont acceptés, certains nous ont rejetés. Heureusement, avec le financement des fondations, Konrad Adenauer, Friedrich Ebert et autres, la coopération suisse, on a commencé par quelques formations. Donc, des aînés nous venaient nous former sur l'écriture journalistique, sur ce qui est. Donc, au cours de ces séances d'une journée, mais quand même dense, venu où le ministre de la communication vient ouvrir, ça a commencé par nous mettre en contact avec les aînés, ils ont commencé par comprendre que, bon, voilà. Enfin, puis ils viennent comme des communicateurs, du coup, ils ne nous rejettent plus, et ainsi de suite. Et nous, très jeunes, on n'avait pas encore, on n'était pas mariés, on était jeunes, on était dynamiques, fougueux, nous faisions ce que eux, certains aînés n'arrivaient plus à faire, notamment la nation. Mais on était au matin. Il n'y avait pas encore la démonopolisation. Donc, quand on est à l'Assemblée nationale, par exemple, nous, si les débats parlementaires finissent à 2 heures, c'est que le lendemain, vous avez ça dans le matin. Si ça faisait à 4 heures, vous avez ça dans le matin. Quand ils ne décidaient plus, c'est que la nation ne faisait pas. Et donc, on a changé l'habitude dans la nation parce qu'ils nous regardaient comme, au départ, ils ne pouvaient pas, ils ne tenaient pas. Mais après, ils ont dit, si on ne tient pas, on laisse le champ. Et nous n'avons plus le champ. Parce qu'on n'avait pas, on avait rien vu sur le terrain. Les aînés avaient des manières de faire. Nous, on avait de nouvelles manières de faire. C'est qu'on avait, nous, on a investi le terrain. Personne ne nous a laissé le terrain. On a investi le terrain. Voilà côté formation. Formation sur l'État, des séminaires. Après, on a voyagé. Après, avec l'aide de ça, la presse, on a levé l'activité. On a fait des voyages, on a fait des formations de plus ou moins 3 mois de formation, ainsi de suite. Et puis après, chacun de nous a développé ses diplômes en journalisme, par-ci ou par-là. Donc, voilà pour côté formation. Oui. Côté régulation, la HAC a été installée. Mais avant la HAC, il y avait le Conseil national de CNAC, Conseil national de l'audiovisuel de la communication, qui avait été décidé par la Conférence nationale comme organe de transition. Donc le CNAC est resté là. C'est là que des aînés nous appelaient, je salue par ailleurs Don Sébastien Agbota, qui était président de l'association des journalistes du Bénin à l'époque, AJB, qui nous a beaucoup aidé, beaucoup, énormément. Je ne peux pas les citer. Je ne peux pas les citer tous, le doyen Jean-Paul Lacoué, son âme, le doyen Clément Valentin, puis à son nom. Ça s'est fait de l'audiovisuel, ça, au niveau de la presse écrite. Il y a Sylvie à côté, il vient encore, et je le salue par ailleurs. Ceux-là nous ont vraiment très tôt accueillir et vraiment, ils nous ont ouvert leurs bras. Ça nous a permis d'avancer. Il y en a d'autres qui m'excusent. Jérôme Carlos, tout, lui, quand il est venu entendre, là, c'est le grand tonton sur les Siaka, c'était, bon, eux, ils sont du privé, ils ont fait l'entreprise privée, donc ils savent que l'avenir appartenait à cette génération. Comme nous étions, nous avions du talent. Je ne sais pas, c'est pas de l'autosatisfaction. Nous avions du talent. Oui, chacun de nous avait sa manière de le faire. Hein, chacun, Edouard, sa plume, Michel Chanou, sa plume, François Oudot, sa plume, je ne parle pas de moi. Donc, nous étions chacun dans un secteur que, quand nous nous mettions ensemble, mais là, on peut renverser la République en griffe, quoi. Donc voilà, avec la régulation, on n'a pas eu beaucoup de problèmes, pas trop de dérives. Nous, parfois, on est plus enflammés, mais les élèves nous ramènent un peu à l'ordre. Et progressivement, on a commencé par... Nous avions la notion de responsabilité. Donc, on n'est pas allé trop à la dérive côté régulation. Côté financement, ça n'a pas été facile. Je vous ai dit le matin. 24 heures que Pascal Ganaro a créé a disparu. Parce que financement. Le journal coûte cher. Le journal coûte cher. L'imprimerie. D'abord, la production. À l'époque, l'informatique était à ses premières heures au Bénin. Oui. C'est pas facile, c'était pas facile. L'énergie, mais c'est à la voix, c'est au hasard. Et, ouais, je vous raconte quand on voulait créer le matinal en 97.
C'était en plein délestage. Donc, soit on transforme, on avait le package là, les cartons, on les prend, on va chez chaque corps. À quoi? Parce que le délestage, on regarde les zones. Le siège était à Tikamé, chaque corps logé à l'époque derrière le siège à Centre. Après, il y a qui encore? Donc, on regarde. Quand il y a délestage, quand il y a courant ici, on cherche où on fait. Donc, on a les ordinateurs, on va et on travaille. 2 heures, le courant coupe, on va ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a. Donc, il y avait ce défi de financement, il n'y en avait pas. Quand l'Algérie, quand il y a eu le matin, c'était vraiment la belle histoire, mais bon. Mais le matin nous a donné, disons, la main, et nous a rassuré que nous-mêmes on peut. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a révolutionné le secteur. Et donc, puisque le pouvoir a changé en 96, puisque beaucoup ont vu qu'on peut mettre un projet de journal, au début, beaucoup disaient que ça allait disparaître, à l'intérieur de certains hommes politiques ont commencé par être démarchés par certains parmi nous. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à créer des journaux, un à un, journaux. On a quitté le matin, on est allé à d'autres, et on est parti à une pléiade de journaux, vous voyez. Et c'est parmi nous. C'est la plupart, je ne fais pas dire rare à résister à cette envie. C'est vrai que je suis suffisamment fidèle. Je ne suis pas quelqu'un qui bouge pas trop. C'est ça, je le dis. Parce que ça, c'est quand même assez particulier. Quelqu'un m'a dit un jour, oh, Agapi, c'est paresseux, il est tout derrière chaque fois, il va créer lui son entreprise. Il ne s'agit pas de créer. Il s'agit d'apprendre à faire ensemble. Mais de l'autre côté, lorsque vous êtes fidèle, parfois à l'autre, il ne voit pas que vous aussi, vous avez de la qualité, vous avez du talent. Et je ne peux pas dire que mon expérience a été totalement aussi bien récompensée. Moi, j'avoue, c'est pas parce que, comme pendant que moi, je prenais mon temps pour organiser, pour faire de l'administration matinale et autres, donc monter leur propre projet. J'aurais pu le faire. C'est pas de regret, mais je me dis, si on avait appris à monter les choses ensemble, on ne va pas la pléthore qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas d'entreprise de presse fiable au Bénin. Il n'y en a pas. Les expériences qu'on a aujourd'hui, c'est le matinal. C'est peut-être fraternité. C'est combien encore? Il y a quoi? Bon, la croix du Bénin, c'est pour l'église catholique. Il y a quoi encore? Mais en dehors de ça, on ne peut pas compter 10 entreprises de presse fiables. Je ne parle pas de la presse écrite. La radio et la télévision tiennent parce qu'il y a une loi. Et ils sont rédigés par la. Mais l'économie des médias aujourd'hui tient à quoi? On a un gros défi. Le financement, c'est catastrophique. Et ça, c'est l'un des défis à relever là. Le financement est catastrophique. Parce qu'il y a une paupérisation que même aujourd'hui, on n'a pas réglée. Regardez le nombre de médias en ligne qu'on autorise. Pour quel auditeur? Chaque pays a ses médias en ligne. Alors, les communautés béninoises à l'extérieur, avec une dizaine suffit. Ils ont déjà les différents points de vue. Donc, la question n'est pas quand même au niveau des médias en ligne. Les médias en ligne sont des gens que, disons la conséquence de nos habitudes. Presse écrite, Pléiade. Quand on a commencé par démonopoliser, Pétor, radio, il y en a partout aujourd'hui. C'est bien. Mais sur quelle économie? Pour quel salaire? Pour quel avenir? Donc, voilà le gros problème, c'est le financement, c'est l'économie, et c'est vivre de ça, le social autour de ça. Et ça, moi, je suis directeur d'une télévision, je ne suis pas fier de ce pays. Je ne suis pas fier. On n'a pas les moyens pour faire mieux. Il n'y a pas de publicité. Si vous n'avez pas de contrat avec l'État, vous n'avez pas d'entreprise. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas citer la télé. Il y a une télé qui a fait Pharaon. On dit, non, d'accord, voilà. On veut nous l'asphyxier. Il faut qu'on nous donne des moyens. Ah non, on ne peut pas dire l'achat de l'État. Tu n'as pas mieux. Tu as au moins l'État, le gouvernement de la République. Donc, ce n'est pas Patrice Talon, son argent. Il n'a pas mis la main dans sa poche. Il y a Iboni hier, il n'a pas mis la main dans sa poche. C'est l'État qui te fait contrat. Mais tu as appris la déontologie. Prends le contrat et fais ton travail journalistique. Moi, mes journalistes, je ne leur demande pas de. Je leur dis toujours, je ne vous dis pas d'être Patrice Talon. Vous voulez des journalistes professionnels. Mais sur le terrain, vous savez que nous avons à rendre compte d'abord des politiques publiques. Pour moi, l'information est mise d'abord à la disposition des populations, à charge à elles de choisir. Mais on peut décrypter, surtout dans un environnement particulier qu'on a dans des réformes, ça c'est différent, où il y a un engagement citoyen. Mais donc, défi de financement,
défi social, parce que le financement induit l'économie. L'économie joue sur la qualité de vie, le social, ainsi de suite. C'est le gros défi à relever. Défi de pléthore. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut réduire. Comme on a dit les partis politiques, il faut créer les conditions pour réduire l'entreprise. On n'en a pas autant besoin. Il faut trouver les grandes compétences. Il faut que les gens apprennent à se mettre ensemble. C'est pas facile parce que vous faites confiance à quelqu'un et vous trahit. Donc, on est entre deux modèles. Le modèle où tu crées, je crée. Le modèle où, bon, moi, je suis fidèle à toi, mais toi, tu penses que tu es le meilleur. D'abord, tu payes mal, mais ensuite, tu partages pas. Tu motives pas. Et donc, les deux créent une ambiance pas agréable actuellement. Voilà un peu l'environnement. Oui. Côté, je vais évoquer peut-être la liberté. Oui, si on enlève le côté environnement économique et financier, qui est un grand goulot, on a beaucoup de liberté au Bénin. La liberté de presse, elle est large, elle est énorme. Un ambassadeur français a dit, mais la presse béninoise est trop libre. Je ne veux pas la citer, c'est une dame. Elle dit, la presse béninoise est trop libre. C'est sur Mathieu Kérékou, sur la décennie Kérékou. Parce que, on dit trop de choses. On s'offre trop de liberté. C'est pas possible. Regardez, l'Union européenne a fermé sa frontière aux médias russes. Et ça dit que le peuple, chaque citoyen de l'Europe, n'est pas suffisamment mûr pour discerner le vrai du faux. Pourquoi ils ont peur que la propagande russe vienne noyer? Ça veut dire qu'ils ont des modèles qu'ils veulent préserver. Et nous, dès il y a une petite politique publique, on dit, entrant à la liberté de presse, la liberté de presse en danger, et d'un autre qui entre dedans. Non, nous avons cette liberté. On l'utilise très mal. Il manque de la qualité. Il manque énormément de la qualité. Mais moi, je dis que ce n'est pas la faute, nécessairement, de ceux qui sont sur le terrain. Il faut déjà que ceux qui ont l'entreprise mettent les moyens. Il faut qu'au niveau du format, du curriculum de formation, les curricula, il y ait un modèle suffisamment fort. Les modèles que nous avons aujourd'hui sont des modèles hérités de la colonisation. C'est de mauvais modèles. Ça ne fabrique pas un bon journaliste. Un journaliste adapté à l'environnement dans lequel. Il y a un format standard, mais après, le journaliste, si l'Union européenne a fermé sa frontière aux médias russes, ça veut dire qu'il y a un standard à chaque environnement. Et nous, en Afrique, nous consommons trop de l'extérieur. Un homme politique béninois est plus facile, préfère aller à BIP, à Radio, que de venir ici, à Kadara. Je vous jure, quand c'est BIP, il va courir. Parce que c'est RFI. C'est Jean-Luc, c'est RFI. J'ai rien contre, ils savent bien, ils saluent par ailleurs. Mais c'est ce complexe que nous avons. Et ainsi de suite. Voilà un peu les défis, je les ai évoqués pêle-mêle. Si vous avez envie de renforcer, on va revenir sur la régulation. Le numérique a apporté des innovations, ou dois-je dire, a un peu bouleversé la manière de produire, de diffuser et consommer l'information. Nous sommes passés du journal papier aux plateformes numériques, aux plateformes en ligne, pardon. En tant qu'acteur des médias, comment avez-vous abordé la transition numérique? Pensez-vous l'avoir pleinement réussi ou vous restez un conservateur? Dans ce secteur, si tu es conservateur, tu es dépassé. Donc, du coup, moi, je ne suis pas. C'est vrai, j'ai quelques constances. Pour moi, on ne peut jamais jeter tout du passé. Et ça, c'est toute une leçon de vie pour moi. Il faut toujours garder l'essentiel. Il y a toujours quelque chose de positif. Et donc, pour moi, les médias classiques ont encore une belle vie, contrairement à ce que les gens pensaient. Et les premiers moments que j'ai pu encadrer en tant qu'enseignant, c'est de dire aux journalistes, ne pensez pas que le numérique va tuer tout. Le numérique va créer son monde, mais il ne peut pas créer tout le monde. Les médias en ligne sont... Le numérique est une offre. C'est-à-dire que il y a une évolution de notre temps. Et tout comme l'Internet est apparu pour révolutionner la presse écrite et la production audiovisuelle. Moi, j'ai fait le montage en radio. J'ai fait un stage en Allemagne quand j'étais assez jeune, quand j'ai démarré en 1995. J'ai fait un stage en Allemagne où j'ai fait une radio à Neuss où je faisais le montage analogique des émissions.
Donc, il faut couper la bande, il faut écouter à un moment donné, caler, couper, coller, réécouter. Aujourd'hui, on sélectionne et on tape et on coupe. Donc, tout ça est venu progressivement. Je n'ai pas dormi au matin, on a découvert. Non, on va y venir. On s'adaptait. Donc, entre le montage que j'ai eu à faire à Noix, 95-96, et les débuts en Afrique, au Bénin, tout ça là, bref, on est passé maintenant, aujourd'hui, on est passé au numérique. Si on vous met devant cette bande, toutes ces bandes d'aujourd'hui, vous avez caqué les yeux. Je vais en faire quoi? Parce que, donc, oui, ça fait son temps. Donc, pour moi, c'est l'évolution normale du progrès. C'est du progrès normal du numérique, de la technologie. Il y a eu la révolution industrielle, il y avait certaines choses. On a eu l'acier, le charbon, mais aujourd'hui, on a l'électricité. Ça fait partie de l'évolution. On fait avec. Rien ne tuera rien, mais ce qui doit disparaître va disparaître progressivement. Aujourd'hui, la photographe de presse, de notre quotidien ordinaire, ne l'ont pas. Avant, nous l'avions. Et quand il prend la photo, on est pressé qu'il nous amène ça. Nous amène la photo du ministre d'État, abonnez la photo. Il vient. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui faisons les images. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les images. Donc, je me rappelle quand, je vais quand même être un peu cynique, quand le président de la HAC, quand le président de la HAC, Bernard Paoletti, est décédé, on venait de le nommer président de la HAC, c'était en 1999, on l'a nommé président de la HAC, il a pris fonction, je pense 2 mois après, il décédait. Et un dimanche, il est décédé un samedi, nous allons au journal le dimanche pour l'apparition de lundi, on dit, mais le président de la HAC là, est-ce qu'on a sa photo? On dit, il est mort, on dit, ah bon, est-ce qu'on a sa photo? Oui, la première question, est-ce qu'on a sa photo? Alors, enfin, c'est un peu cynique. Faisons-moi au moins le petit gars, oh là là, mais c'est comme notre président. Est-ce qu'on a sa photo? Réflexe du journaliste. Voilà. Donc, c'était ça. Nous créons ce que nous appelions les morgues. Hein, la morgue, c'est les informations froides qu'on mettait dedans. Et les photos, il y avait la photothèque. Donc, ça faisait partie de la morgue. On crée les morgues pour chacun, avec son information, sa biographie, ses photos, sa morgue, quoi. C'est devant le même frais. Et donc, dès que l'actualité, c'est pas nécessairement la mort, mais oui, quand il connaît une évolution, mais bon, la morgue a référence à la mort, et donc, bref, c'était un peu cette évolution. Donc, la photo, aujourd'hui, le numérique a impacté tous les secteurs de la production médiatique. On ne peut que s'en féliciter. Estimez-vous que la formation des journalistes actuels est adaptée aux enjeux du numérique? Non. Non. Et ça, la formation actuelle n'est pas adaptée à grand-chose. La formation actuelle, c'est pas adapté à grand-chose. Vous savez, nous, au niveau du matinal, on a dit, on va créer une école pour former une élite digne de ce que nous rêvions, nous étions quand on était plus jeunes. On a fait quelques expériences, quelques promotions. La déception est là parce que vous avez beau vous investir. À la fin, le résultat est médiocre. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il est médiocre. Pourquoi? Il y a un environnement. Quand je regarde ce qu'on apprend aux enfants, l'histoire des médias, sociologie des médias, économie des médias, on a besoin d'aller faire ça à une école. Et la pratique journalistique, la licence professionnelle n'a pas besoin d'économie des médias, c'est une licence professionnelle. Je suis désolé. C'est comme un peu l'enseignement secondaire, hein, l'enseignement technique, la formation, l'enseignement secondaire où on met le mathématique, physique, chimie. On embrouille, à mon humble avis, l'éducation. Aujourd'hui, on doit savoir que nous n'avons qu'un court temps à vivre. Les meilleurs 90 ans. Après 90 ans, tu n'es plus grand. Tu ne peux plus être vraiment actif dans la production parce que ici, ne tourne plus comme avant. Donc, du coup, regarde, quand tu as 90 ans, prends les 20 années, les 4 premières années, 5 premières années pour te faire. Après, commence le long parcours scolaire. Après, il faut du temps pour faire la vie active. Il faut du temps pour se reposer. On s'embrouille par plein de choses. Bref. Donc, à l'école de journalisme, c'est la même chose. Et ce qu'on apprend aux étudiants, le temps qu'ils passent à des TD, TP, citer ça, n'est pas adapté à l'environnement. Quand ils arrivent, comme ils sont au fait de l'information, de l'actualité, comme ils sont au fait du numérique,
Comment ils savent utiliser le numérique pour se cultiver, pour se façonner une culture médiatique en mesure de vendre ce qu'ils sont et donc de percer le marché de l'emploi dignement et de garder et de gagner dignement leur vie. Il n'y en a pas. On fabrique des robots médiatiques qui répètent ce que nous aimons, nous-mêmes. Il y a insulté Talent, Talent insulté Ongbedi insulté... Non, c'est pas ça. Et on repique les choses. Il y a des journaux qui vont repiquer les choses sur les réseaux sociaux. Ils ne les vérifient même pas, ils les publient. Alors, c'est pas ça le numérique. Vous voyez, aujourd'hui, avant, je vous ai parlé de la photothèque. Oui. Avant, il fallait sur le terrain pour tout. Aujourd'hui, vous pouvez déjà faire de la documentation à cause donc, des réseaux sociaux. Vous avez déjà un premier check-in de l'information par les réseaux. Hier, j'ai vu, c'est-à-dire le mercredi 9, le mercredi 9 juillet, où l'Office de BAC a publié les tendances. Oui. J'ai lu sur la même réseau social que c'est quand le taux de baccalauréat, le taux d'admissibilité, c'est autour de 58,2%. 58,2%. Et après, une idée après, d'autres montrent 72,3%. C'est quoi les deux? Comment se fait-il que les deux peuvent circuler? Mais pendant longtemps, les deux ont circulé. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on peut se tromper. Et les plateformes se trompent beaucoup. Il faut trouver le mécanisme de vérification. On parle de fact-checking. Et fact-checking, ce n'est pas autre chose que le recoupement de l'information. C'est recouper. On a dit qu'on n'a pas besoin de fact-checking, de dire ça en anglais. C'est recouper l'information. Pas plus, pas loin. Donc, il faut faire ça. Et si on est habitué à faire ça, on est tranquille. Le numérique, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Avant, vous allez appeler quelqu'un. Ah, je peux avoir telle information. Il va pas dire. Aujourd'hui, tu peux trouver ça sur lui. Il faut besoin de vérifier. Aujourd'hui, avant, nous faisions du temps pour avoir le conseil des ministres. Quand le conseil finit mercredi, nous allons au ministère de la communication attendre. Parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parfois tard, on va à 17 heures, ou à 18 heures, ou à 19 heures, et on revient à minuit. Vous êtes assis à l'entrée. Avant, il y avait un aîné Denis à pause personnel qui prenait sa bécane pour faire le tour de la rédaction pour déposer le conseil des ministres. Ouais, non? Aujourd'hui, à midi, non, à 13h, 14h, vous avez déjà les grandes décisions. Et on vous l'envoie dans vos boîtes. Voilà les évolutions du numérique. Ouais, donc, on peut, pour moi, c'est que il appartient aux journalistes eux-mêmes, une fois terminé la formation, de s'investir dans l'appropriation de ce qu'on appelle le talent. On ne peut pas apprendre ça à l'université. Mais l'offre doit changer. Je suis de ceux qui pensent que l'offre doit carrément muter. Il faut une révolution dans l'offre. Le journaliste que nous fabriquons aujourd'hui, c'est un journaliste dépaysé. Il n'est pas, pour emprunter les termes de Mathieu Kérékou, il n'est pas adapté à son environnement. Il n'est pas adapté à son environnement. Il ne comprend pas. Il ne connaît pas. Il est dans un monologue permanent. Un journaliste est dans un dialogue avec ses lecteurs, ses auditeurs, ses téléspectateurs. Est-ce que aujourd'hui vous connaissez qui est votre téléspectateur? Qui sont vos internautes? Heureusement, parfois aujourd'hui il y a des mesures, des éléments d'indicateurs. Oui. Des indicateurs, il y en a beaucoup, mais l'interaction doit exister. Bref, ça vous dit, non, le champ est là. Quelque chose en sorte, la preuve, ce média numérique. Oui. Vous y travaillez, vous y plaisez. Je trouve une équipe très légère, je trouve une équipe pas assez soft, mais c'est pas la lourdeur des grands studios, des grandes chaînes. Mais ce que vous produisez peut faire grand à la maison. Ça dépend de la qualité. Oui. C'est donc ça, vous produisez déjà du numérique. Et on peut dire que vous êtes approprié le numérique. C'est déjà ça, beaucoup le font. Je suis peut-être trop exigeant, mais le journaliste aujourd'hui n'est pas le journaliste des Hubert Beuve-Méry, c'est-à-dire fondateur de Le Monde. Non, on n'est plus à ce temps. On a évolué. Quand eux ils parlaient, ils avaient le pouvoir de garder l'information. Donc, ils peuvent faire de l'autocensure. Aujourd'hui, cette qualité d'autocensure échappe aux journalistes.
C'est-à-dire que pendant que vous vous gardez, l'autre lâche. Et tout le problème est là. Or, c'est une entreprise. C'est un produit concurrentiel. L'information est une denrée périssable. Alors, entre l'instantanéité qu'il faut gérer et un certain de précaution sur la responsabilité sociale, où se place le journaliste de demain. Voilà la problématique. La question est de savoir quel est le postulat, c'est-à-dire quelle est la mission. C'est de renseigner surtout. On nous apprend également quelle est la valeur informative de ce que tu veux dire. Pourquoi je vais annoncer les morts, que nos soldats sont morts? Parce que des voyous qui circulent les tuent. Je vais être le propagandiste, l'organe qui relaie ça. À quelle fin? Voilà la première question que je me pose. Donc moi, ces informations ne m'intéressent pas. Par exemple, tout comme avant, je vais tout le chamaillement sur l'expression domaniale. Quelle est l'orientation? Quel est ton peuple? Quel est ton monde? Quel est ton public? Quelle information je dois lui servir? Qu'est-ce que l'information que tu véhicules apporte aux autres? C'est pour ça que je dis, nous devons former les journalistes à s'approprier le modèle du journalisme citoyen. Enfin, du citoyen journaliste. Parce que le journaliste citoyen, c'est un peu... Nous devons savoir que les Européens, l'Occident qui nous apprend, c'est un certain nombre de choses, déontologie, tout ça, véhicule le modèle occidental et a très bien fait la culture occidentale, la mode occidentale, le format occidental, l'éducation occidentale, la consommation alimentaire occidentale. Et nous relayons systématiquement. Moi, j'estime que le journalisme, aujourd'hui, le minimum qu'on peut lui apprendre, c'est d'abord le pays, l'histoire du pays, la géographie du pays, l'économie du pays, l'environnement et les politiques publiques. Combien de journalistes connaissent le programme d'achat du gouvernement? Combien de journalistes connaissent ça? Ils ne savent pas, quand on leur demande de citer les présidents de la République qui sont succédés de 60 ans aujourd'hui, combien de journalistes peuvent le citer? Ils ne savent pas. Ça ne les concerne pas. Mais c'est pour dire, bon voilà, c'est pas normal, les élections là, on a 3 mois les élections, mais on n'a pas encore le candidat. Mais de quoi il parle? C'est pas son rôle, lui. C'est le rôle des politiques. Oui. Enfin, j'ai l'impression que, comme je l'ai dit, on a transformé le journaliste en partie prenante de l'action de l'actualité politique. Non. Des journalistes partisans. Ils sont partisans. Mais c'est qu'on les emballe dans une activité qui ne les concerne pas. Le journaliste n'est pas là pour jouer le rôle du parti politique à sa place. Donc, 3 fonctions: informer, éduquer, distraire. Mais informer, lui ne crée pas l'information, il fait ce qu'il a. Le code électoral a changé. Les donnes, est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il a lu le code? Ou il répète mécaniquement ce que les gens demandent? Donc, on doit apprendre aux journalistes à lire, à maîtriser les lois du pays, à maîtriser l'environnement dans lequel il vit, la géostratégie, la géolocalisation. Il doit connaître la géolocalisation. Il doit connaître la géopolitique. Il doit connaître la géostratégie. C'est ton devoir. Et donc, il va d'abord partir de chez lui. Comme moi, ce qui se passe au Niger, quand j'écoute des journalistes nigériens, qu'on les ait forcés à le dire ou pas, moi, je dis que c'est cela. Ils ont raison. Ils sont d'abord journalistes nigériens. Ils défendent la couleur nigérienne. Quand je suis les Burkinabés, même chose, les Mali. Ils sont dans un combat, parfois peut-être inapproprié contre nous, mais ils sont dans leur combat à eux. Pour moi, il faut aimer. A dit que si on peut forcer, on doit forcer le patriotisme en le journalisme. On doit le forcer. Parce que c'est lui qui doit l'être et le relève vers les populations. Mais si lui-même s'attaque à son pays, ventile des informations erronées, injurie carrément ceux qui sont élus pour diriger, je trouve qu'il y a quelque chose qui va mal. On peut critiquer ces injuries. On peut donner la parole pour que l'autre donne son avis qui n'est pas le même que celui du porte-parole du gouvernement. Il n'est pas dit qu'on doit être monolithique, non. Mais il faut donner la parole aux acteurs. Mais s'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de parole. Je vous ai dit, venez, vous ne voulez pas venir. Donc ça fait votre problème. Le journaliste, il faut qu'il connaisse l'histoire, les politiques publiques, les programmes du gouvernement. Aujourd'hui, il y a Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur.
Est-ce qu'on a connu Bénin 2025? Bénin à la FIA 2025. Bénin 2060, est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît le programme d'action du gouvernement? Est-ce qu'on connaît les grandes lignes directrices du programme du parti Les Démocrates, peut-être s'ils prennent le pouvoir? Est-ce qu'ils en ont? Est-ce que, donc, c'est des questions que les médias doivent. C'est d'abord ça, c'est ça qui confère le pouvoir. On vous demande d'être spécialiste de la politique. Mais quelqu'un doit être spécialiste dedans pour relayer ça. Dans le sport, même chose. Dans la culture, on a connu. Regardez, le chef d'État a rendu hommage à Angélique Kidjo. Est-ce que nous connaissons nos grands? Combien de journalistes culturels peuvent me raconter l'histoire d'Angélique Kidjo? Comment elle a démarré? Voilà. Et alors, le football au Bénin. Les grandes étapes de l'évolution du football au Bénin. Combien peut me parler, moi, des années de la révolution du sport au Bénin? C'est des années où tout était regroupé. On avait des équipes provinciales. Mais avant, il y avait des équipes. La Sokota qu'on connaissait à l'époque. Certaines années en parlent, ils en parlent encore avec fierté. Mais moi, je parle de mon père avec les dragons de Lemay. Moi, je dis dragon. L'autre est Riquet. L'autre est Buff du Borgou. L'autre est Lion de l'Atakora. Et on se battait à Dija des Forces armées. Caïman du Zou. Scorpion du Mono. C'était ça. Et les périodes, mais comment le joueur sportif peut en parler aujourd'hui? Quand je lis, tu as l'impression que le gars pense que c'est né avec lui. Et qu'il n'y a rien avant. Une inculture déplorable, désespérante. Une pauvreté dans la culture, dans la connaissance. Mais ce n'est pas sa faute. C'est le modèle et l'environnement. Donc, si on ne se le dit pas, personne ne nous prendra au sérieux. Sur la décennie de talent, les médias ont été le secteur le moins impacté. Il a demandé à la HAC, il y a 2 ans, de proposer des réformes. Bon, on attend toujours les réformes. Ça a été fait, c'est vrai. Mais les réformes ne sont pas encore là. Les artistes ont eu beaucoup. Il y a eu le fonds est là, on a créé la chambre nationale de Chine et tout ça. Mais nous, on a eu quoi? Le président Loko a annoncé que la maison des médias sera rebâtie. Moi, je suis très content. Très content. Il se bat, il se débat pour que l'aide de l'État. Pas pour construire la maison des médias. Pas pour les formations seulement. Les entreprises de presse, aujourd'hui, n'ont pas de publicité. Comment elles vont payer? De corruption. Aujourd'hui, tout est numérisé. Et le système dans le pays est tel que vous ne pouvez plus faire du faux. Tolérance zéro. Tolérance zéro, voilà. Mais alors, vous devez payer le collaborateur comment? Voilà un peu là. C'est ce problème-là qui se pose aujourd'hui à l'entreprise. Et nous ne nous sommes pas de l'entreprise. Regardez les fêtières, par exemple. À quoi ils servent? Nous avons créé les fêtières en termes d'état généraux en 2002. C'est pas, j'ai prédit toutes ces mutations-là. Nous avions une pléiade d'organisations, on les a fondues en fêtières des journalistes, en fêtières du patronat. 10, 15 ans après, aujourd'hui, les gens y vont parce que bon, après on doit aller à la HAC. On y va parce qu'on a un agenda. On y va. Depuis que les élections sont terminées, vous avez écouté quelle fêtière sur quoi? Et pourtant, il y a des problèmes de la profession. C'est pas pour dénoncer, c'est pour bâtir. Moi, quand j'entends des fêtières, des dénonciations, et la situation me dit, vous-même, vous faites quoi? Aide-toi le chèque, etc. Donc, la HAC n'est pas là comme organisation corporatiste. La HAC est une institution de la République. Nous avons créé les organisations pour qu'ils puissent faire le combat et présenter nos doléances à la HAC et des responsables en face de la HAC. Aujourd'hui, les fêtières sont où? Elles ont disparu. Les fêtières ont laissé le champ comme un chef irresponsable qui détale et laisse le peuple en l'air. C'est pas normal. Et ainsi de suite. Donc, écoutez, j'ai pas envie de montrer que tout c'est noir, mais j'avoue que il y a le secteur abandonné par les grands acteurs, animateurs. Les jeunes sont formés et laissés à leur compte. Ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas de repère. Leur repère, c'est l'argent. Leur repère, c'est de l'à peu près. Leur repère, c'est... Parce que les aînés ont disparu. La régulation l'autorégulation de la profession a disparu. Je salue le président de l'ODEM et son équipe. Il fait de son mieux. Mais eux, ils sont que ODEM. Ils ne peuvent même pas s'imposer à vous. Ils font des appels, des rappels, des appels. Ils ont harmonisé, ils ont essayé de corriger le code de déontologie. Je les salue.
je les salue, c'est la gouvernance de la profession. Nous avons mis en place une fêtière qui a abandonné la profession, qui est une fêtière d'agenda. On est fêtière, on ne regarde que son propre avenir. Il faut s'occuper de la profession. Il faut bâtir une feuille de route pour la profession. Il faut aller chercher les pouvoirs publics. Il faut créer avec la HAC une synergie, une sorte. On ne peut pas en conflit avec la HAC. La HAC, c'est comme le parent fouette. C'est comme votre père. Vous avez beau dire, je suis majeur, d'accord. Hein, quitte ma maison. Ou alors tu es chez moi sous mes règles. Tu es majeur, oui, tu es libre. Tu quittes. Ou alors tu es chez moi sous mes règles. Voilà la relation de la presse et la HAC. La HAC est un pouvoir. La HAC n'est pas notre égal. C'est un pouvoir. Et donc, le pouvoir n'est jamais un ami. Parce que le pouvoir gère les affaires du pouvoir. Mais on peut traiter avec le pouvoir. Donc, nous apportons la profession, notre responsabilité. Et le pouvoir apporte sa sécurité, son encadrement et surtout ses moyens. Nous avons été aux États-Unis de la presse, c'est financement du pouvoir. Du pouvoir. Mais n'étions pas les amis du pouvoir, nous étions critiques. Pourquoi ils nous ont financé? Parce qu'on s'est présenté en responsable. Je le dis parce qu'aujourd'hui, comme les personnes vont le dire, je le dis, nous avons sacrifié une partie de notre vie, de notre carrière, de notre avenir, pour fondre, pour faire des médias, ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais depuis 10 ans pratiquement, on a l'impression que le secteur est abandonné par les propres animateurs. Chacun court vers un lendemain qu'il ne maîtrise même pas. Pendant ce temps, on a un pouvoir qui est disponible, qu'on a pu utiliser pour améliorer l'existant. Mais ce n'est pas encore terminé. Moi, j'espère que les 8 mois, 9 mois qui sont encore, qui restent avec le régime Patrick Talon, que mon cri de cœur peut permettre qu'on puisse aller vers et que la condescendance actuelle, la disponibilité, la générosité de la HAC actuelle, aussi bien pour réguler, donc Père Fouetta, que pour accompagner Tonton Gentil, donc les deux à la fois, bâton carotte, que ça peut amener à quelque chose de nouveau. C'est ce que moi j'espère. Et là encore, il faut que pour ça, que nos fêtières se réveillent et n'attendent pas les élections à la HAC, c'est encore dans 4 ans. Il faut qu'elles se réveillent. Hein, c'est un truc de cœur. Nous n'allons pas parler de journalisme de qualité sans parler des conditions du journaliste. Comment justifier que dans un pays qui se veut respectueux des droits et des institutions, de nombreux journalistes soient encore payés en dessous du SMIC fixé par la RAC, sans contrat ni protection sociale? Le secteur n'est-il pas en train de banaliser sa propre mission en tolérant de telles conditions? Je le déplore. J'ai été amené dans un organe où je regarde, je dois être responsable, je regarde, je dis non, ça ne peut pas être ça laisse. Ce que vous dites, c'est tellement réel que je l'ai vécu. C'est tellement réel. Je les regarde et dis, madame, donc vous prenez ça. Vous acceptez de prendre ça. C'est pas normal. Le tableau que vous avez peint, je le connais. C'est inadmissible. Et ça fait partie des choses que je déplore. En disant, où sont les fêtières? Le chef d'État, la mission qu'il a confiée à la HAC en 2022, si je me trompe, en janvier 22, si je ne me trompe, est une mission claire. Dedans, il y a l'entreprise de presse, il y a les conditions du travail des journalistes, il y a une vie décente. Le chef d'État a regroupé tout. Ça n'existait pas. Ça existe à peine actuellement. Combien ils sont payés? Et comment ils sont payés? Donc, d'abord, c'est pour ça que j'ai parlé de la pléthore. Est-ce qu'on avait besoin de temps? Nous avons chose à demander. J'ai été associé, j'ai participé à des séminaires avec la RAC, la mandat précédente. Nous avons dit, il faut réduire, il faut créer des conditions draconiennes pour qu'il y ait moins d'entreprises de presse. Mais pourquoi on continue d'autoriser autant de médias? Pour le pluralisme. Mais la question que vous posez et que je peux aussi poser, c'est pour quelle vision? Pour quelle perspective? Quel est le projet d'avenir? Il y a tautologie, mais je le dis comme ça pour qu'on... Quel est le projet? Je me suis posé la question. Mais vous mangez, je ne peux pas demander, mais ne faites pas.
Hein? Quand il a dit, mais lui, il a dit, ah, quand on l'a placé, lui, quelque part, il dit, ne faites pas, c'est pas. Non. Mais il faut qu'on comprenne où on va. Avec qui? Si on anime la presse avec des badauds, des mercenaires, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est payé à la pige, c'est-à-dire à l'entrée, quand le patron veut 25 000, 50 000 par là, 10 000 par là, mais c'est qu'on le prend en mercenariat. Il peut aller chercher ailleurs. Comment vous voulez que la personne soit professionnelle s'il n'a pas le minimum pour assurer le bien-être de son enfant, de sa famille? Nous, c'est sur le même terrain, c'est dans le même champ. Nous allons, le journaliste a besoin aussi d'aller dans les grands supermarchés. Il a envie aussi. Pourquoi pas? C'est son deux. Moi, quand je dis, je suis sac au dos, je fais le cheminement progressif. Je sais, j'ai traversé des salaires, hein, j'ai traversé des champs salariaux. Hein, et quand j'ai quitté le matinal en 2004 pour aller à la HAC, je sais comment j'étais payé. J'étais le mieux payé à l'époque. Et si vous donnez le salaire, vous allez rire. Et pourtant, et déjà, je remercie le matinal à l'époque de me payer ça. Mais je suis revenu dans le secteur, très peu de gens qui gagnent ça. J'ai quitté la HAC en 2009. Je suis allé à l'NLC entre-temps, en 2013. J'ai quitté l'NLC en 2013, 2017. Je suis retourné sur le champ médiatique. Je regarde. Je me dis, mais attends, de 2004 à 2017, 2018, ceux qui gagnent 150 000 francs à la presse privée, en tout cas, on peut les compter du bout des doigts. Et vous gagnez combien en ce temps? Non, je ne vous donne pas ça. Non, quand j'ai quitté le matinal en 2004, non, les chiffres font peur aux gens. Je ne veux pas donner. Je ne veux pas donner. Je ne sais pas si beaucoup, c'est autour de ce champ 150. 150. Ouais, c'est un peu ça. Quand on le convertit en euros, c'est pas beaucoup de choses. Mais à l'époque, en 2004, avec 120 000, 150 000, vous pouvez vivre comme un simple père de famille à Cotonou avec une entrée couchée, vous voyez. Mais nous gagnions toujours autre chose. Un homme politique, j'étais assistant informel d'un homme politique que je salue par ici, Valentin Adité-Oudé, que je salue par ici, qui peut te donner de l'argent. Valentin était généreux, il te donne de l'argent. Vous avez des gens qu'on a croisés. Vous voyez, on avait des revenus qui dépassaient ce que nous gagnions. Vous voyez, non? On avait ces revenus qui dépassaient ce que nous gagnions. Et qui nous donnaient l'illusion qu'on gagnait bien notre vie. Et aujourd'hui, avec le recul, je dis, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. D'ailleurs, combien de personnes vont aujourd'hui prêts à vous donner de l'argent? L'assainissement de la classe politique et autres est passé par là. Il faut qu'on recrée le modèle. Il faut que l'économie des médias soit repensée. Et quand dans une économie, il y a le social. Il faut qu'on repense la profession. On a dit quatrième pouvoir. Mais quand est-ce que vous regardez le journaliste au Bénin comme un pouvoir? Non. Mais non, mais c'est un esclave. C'est pas un pouvoir. Vous voyez déjà comment il se rue encore quand on perdième. Quand on me dit qu'en 2025, cette affaire existe encore, que les gens se ruent de ça. Mais c'est désastreux. Nous allons parler régulation. Nous allons revenir pour finir. La sortie du secrétaire général de la HAC sur la régulation des réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook, soulève en moi une question essentielle à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Parce qu'en tant que journaliste, je reconnais que le paysage de l'information a profondément changé. Aujourd'hui, un influenceur peut atteindre des millions de personnes en quelques clics, parfois avec plus d'impact qu'un média traditionnel. Mais n'oublions pas que la liberté d'expression doit rester un droit fondamental, même et surtout dans le chaos des réseaux sociaux. Ma question est celle-ci. Où s'arrête l'expression personnelle et où commence l'activité médiatique? Article 23 de la Constitution, l'expression personnelle. Article 24, l'expression de l'activité professionnelle des médias. L'article 23, c'est la liberté d'expression. L'article 24, c'est la liberté de presse. Bien. Il faut que sur les réseaux sociaux, il y a tout ça. Donc, la HAC doit prendre sa part.
La HAC est chargée de la protection de la liberté de la presse et de tous les moyens de communication de masse. Et de tous les moyens de communication de masse. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas une tribune de communication de masse? Les GSM, tout ça, le contenu des satellites, le programme de tous les médias, même les satellites qui noient le Bénin, a ce pouvoir. Donc, mais la HAC ne peut pas outrepasser cette prérogative. Donc, il n'y a pas de crainte. Il n'y a que simplement que les gens soient responsables sur les réseaux sociaux. Vous parlez d'un influenceur, d'une influenceuse qui nous donne le droit d'aller au-delà de ce qu'il doit. S'il y a quelqu'un qui a l'art de passer des messages, il n'a qu'à passer son message. Mais dans le respect de la loi, dans le respect de la dignité des autres, de leur droit aussi à la différence. Donc, il ne peut pas passer le message en topiant certains. C'est peut-être qu'il est influencé. Il influence qui? Et donc, quand il dit influenceur, tout ça, il influence qui? Donc, c'est des activistes des réseaux sociaux. C'est des activistes. Et ils ont le droit d'être activistes. L'État leur donne cette liberté. Et c'est ça l'article 23 de la Constitution. Mais également, là où il y a une liberté, il y a une régulation de la liberté. Et dans la régulation de la liberté, notamment de presse et de communication audiovisuelle, je veux que l'organe en charge est la HAC. Voilà. Donc, on ne peut pas craindre pour interdire la HAC de faire ce travail. Nous sommes presque à la fin. Quel conseil donneriez-vous à la nouvelle génération de journalistes? C'est prétentieux, mais c'est dans tout ce que j'avais à dire. La nouvelle génération doit se cultiver, doit se reformer, doit se reformater. Elle doit s'approprier tout ce que j'avais à dire par rapport un peu à l'environnement médiatique, par rapport aux défis à relever, par rapport au journaliste lui-même, à son champ. Et j'ai demandé, mais si vous êtes jeune fille, dans une maison, il y a plein de gars dans le quartier, et vous passez votre 18, 20, 20. Et personne ne vous, à l'époque, les gens, un sifflet. Donc, à l'époque, il y a un sifflet. Aujourd'hui, ou alors on claque les doigts. On dit, ou alors on L simplement, on L. Mais vous partez, personne ne vous aide. Personne ne vous, voilà. Vous êtes sûr que vous allez contente? C'est mal dans votre peau. Vous dites, mais quand même, suis-je ta moche? Quand même. Pendant ce temps, l'autre passe et on l'appelle. Et vous vous dites, mais attends, je vais changer. Donc, c'est la même chose. Les médias doivent refaire leur mieux. Si Patrice Talon a passé 10 années à la tête de cet État, et nous n'avons pas changé de maison des médias, heureusement que c'est en cours. Nous n'avons pas revisité l'organigramme de régulateur et d'autorégulation des médias. C'est-à-dire que notre gouvernance, je veux dire. Nous n'avons pas revu le social, l'économie des médias, au point de faire gagner aux journalistes ce qu'il doit gagner. Nous n'avons même pas réactivé l'aide d'État à la presse. Il a fallu qu'il doit le confier encore à la tête de l'institution. Et l'aide, c'était combien? C'était 50 millions. On est encore là. On n'est pas encore milliards culturels comme les gens de la culture. Là, on a repris un peu la régulation de la profession. C'est une bonne chose. Mais ça nous rappelle qu'on a été tous laxistes pendant longtemps. Il faut que la presse béninoise se pose les bonnes questions. La presse béninoise doit se poser les bonnes questions. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de partager votre expérience et votre analyse. À travers vos réponses, c'est une part essentielle de l'histoire de la presse qui s'écrit avec ses défis, ses combats et ses espoirs. Votre contribution permettra surtout d'inspirer une nouvelle génération de professionnels appelés à défendre eux aussi le droit d'informer et d'être informés. Merci. Encore une fois, M. Agapit Napoléon Maforican. C'est moi, tout le plaisir pour moi.